On va attaquer tout de suite. Donc moi c'est Edouard, un des cofondateurs du studio Ludogramme qui est basé à Lille. On s'est créé en 2018-2019 et aujourd'hui on est 34 personnes. Et je te laisse te présenter, Gaël, du coup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi c'est Gaël, je suis game et narrative designer. J'ai travaillé pendant 3 ans à Ludogramme, notamment sur Firebird où je me suis aussi beaucoup occupé de toutes les questions d'accessibilité et sur Worlds of Aria. Et là depuis tout récemment j'ai quitté Ludogramme, maintenant je ne travaille plus là-bas, je travaille à Gameloft Paris. Voilà. Et on continue de bien s'entendre, ce qui est merveilleux. Et du coup, dans l'idée, effectivement, ce soir, c'était de faire un post-mortem. Moi, c'est un exercice que surtout j'aime bien entendre, et donc on a réfléchi à ce qui pouvait être intéressant à raconter. Chaque jeu vidéo est un miracle. Celui-là, on est forcément un peu agité, pour différentes raisons que vous allez voir. Mais c'est surtout un projet sur lequel on a eu l'occasion effectivement de tester différentes choses. Pour nous, c'était le premier jeu PC-console du studio, parce qu'on était mobile au moment où on faisait surtout du mobile au moment où on a commencé. Et puis c'était effectivement l'angle qui nous a beaucoup intéressé sur le projet, c'était comment on peut faire en sorte qu'un maximum de gens puissent y jouer, et en particulier les personnes qui étaient non-voyants. L'après, ça va être en 2 temps. Moi, je vais revenir un peu sur la genèse du projet, et puis après, Gaël, qui était en charge des questions d'accessibilité, décrira, et on finira effectivement par des questions. Donc ça, c'est nous, c'est les jeux. Alors c'est les jeux qu'on faisait et qu'on fait encore aujourd'hui. Nous, on est né autour d'une intention qui était de faire des jeux avec des univers un peu différents. Un peu moins, on va dire, anglo-saxons ou nord-américains, en essayant de valoriser d'autres univers, d'autres types d'histoires. Et les premiers temps de l'entreprise, on travaillait beaucoup avec des créateurs extérieurs, ce qu'on fait d'ailleurs toujours en partie. Et on a commencé, donc j'ai mis un projet qui est Light, qui est tout à gauche, qui représente ce qui était la première activité de Ludogramme. C'était des visual novels sur mobile. Et puis on a commencé à réfléchir, à se dire tiens, on aimerait travailler avec. Donc on a commencé sur de la romance. On avait envie de travailler aussi avec d'autres auteurs ou d'autres autrices. On a eu l'occasion justement de faire Firebird dans ce cadre-là. Pour rapidement présenter le projet, donc c'est un mix entre du visual novel et de la gestion de ressources. C'est un projet qui devait sortir en mars 2022 et qui est sorti en août 2023. Pas pour des retards de production, mais pour un contexte qui est assez évident, parce que c'est un jeu qui se passe en Russie, dont on a commencé le développement en 2020, et qui a été rattrapé malheureusement par la guerre en Ukraine, et qui nous a amené à décaler le projet. C'est un jeu qu'on a fait avec sur Unity, avec Ludoscript, qui est un moteur maison. C'est le moteur qui nous permet d'écrire rapidement nos histoires et de façon qualitative. C'est un jeu court, environ 2 heures. Et c'est un jeu qui effectivement, c'est le thème de la présentation, qui est entièrement accessible aux non-voyants et non-voyantes sans assistance. J'ai mis le prix, vous pouvez l'acheter si vous le souhaitez. Il n'est pas encore sur mobile, j'expliquerai peut-être un peu après pourquoi. Dans la presse, on va vous mettre un petit trailer qui dure 1 minute 30. Comme le montre le trailer, le concept du jeu, c'est qu'on va incarner en fait une camionneuse qui va devoir parcourir l'ensemble de la Russie avec un angle qui nous a intéressé, qui était de parler beaucoup des mythes de la Russie et de la culture russe. Ça rejoint les intentions que je précisais du studio. Dans une autre vie, moi j'étais prof d'histoire géo. Et j'ai toujours aimé en fait faire découvrir d'autres univers. On est parti de ce constat-là quand on a monté le studio, comme je disais. Et Firebird incarnait vraiment ça, l'envie de parler effectivement d'autres cultures, d'autres territoires. C'est un projet qui est né pas chez nous, qui a d'abord été donc voilà sa genèse, et je spoil un peu. Mais en gros, c'est un projet qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle Fibre Tigre.
qui est créateur de beaucoup de choses, notamment d'Outzer, pour citer un de ses jeux, et qui a fait une collaboration sur ce projet avec Quentin Vijoux, qui est un illustrateur qui a fait toute la DA du jeu. J'ai mis le logo de la pleine image parce qu'en fait, la genèse, vraiment le tout départ, moi, mes premiers contacts avec Fibre, alors je le connaissais d'un site où le personnage de Fibre est né sur Gamecult, où Fibre est apparu un jour dans les forums. Et j'ai eu l'occasion, en fait, étant incubé à la plaine, on avait des rencontres qui étaient régulièrement organisées. Et puis un jour, on a une rencontre avec Fibre. Nous, on avait un gros comité ce jour-là. Donc moi et un de mes associés, César, on arrive à la plaine juste après. Et Fibre était en train de terminer son intervention. Et je pense que quand on s'assoit, donc c'était c'était 2019, début 2019, Fibre est en train de dire, je crois que je vais arrêter les jeux vidéo. Donc c'était très motivant. Plus sérieusement, en fait, depuis on a fait 3 projets avec Fibre, et il en fait d'autres à côté. Donc il a continué d'œuvrer dans le jeu vidéo. Mais cette rencontre a été possible par la plaine. Et quand Fibre a dit ça, moi j'étais le voir à la fin en lui disant que j'appréciais son travail et que j'aimerais bien, en fait, s'il avait envie qu'on tente des choses ensemble. Il m'a dit oui. On s'est écrit des messages, on s'est un peu oublié l'un et l'autre. Et ensuite, un jour, il a mis un post sur LinkedIn, comme quoi LinkedIn, il n'y a pas que des posts inspirants. Fibre a dit, voilà, je cherche une entreprise. Donc, il nous avait un petit peu oublié, mais c'est pas grave. Je cherche une entreprise pour adapter, pour finir un projet de jeu qu'on a. La plaine réintervient parce que Simon de Synaxium m'envoie un petit message en disant, t'as vu, Fibre cherche quelqu'un. Donc, on rematch comme ça avec Fibre à ce moment-là. Et puis, Fibre, outre ses qualités créatives, c'est quelqu'un qui fait vite confiance, qui a vite envie que ses univers existent. Et c'est quelqu'un avec qui il est facile de travailler. Donc, on a pu rapidement lancer le projet. Il était un peu convaincu par ce qu'on faisait déjà. Il voyait qu'on avait déjà des jeux qui étaient sortis et il voyait qu'on avait des intentions communes. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Sur l'équipe qui a travaillé sur le projet, là j'ai mis globalement l'ensemble des crédits. Nous à l'époque on devait être je sais pas, une quinzaine de personnes. Ouais, 10-15, pas plus, ouais. Et du coup, en fait, c'est un projet on a mis là les principaux noms des personnes qui ont travaillé. Globalement, on n'est pas un énorme studio, donc tout le monde a pu contribuer d'une façon ou d'une autre. Justement à ce projet, Grégoire se prend en photo sur le générique, tout à fait. Mais je t'enverrai la presse. Globalement, en termes de taille de scope, donc c'est un jeu sur lequel on a travaillé par moment, arrêté puis repris, notamment pour le contexte de sortie sur lequel je reviendrai. On a travaillé principalement avec 4 programmeurs, je dirais, pas à temps plein pendant les 2 ans de prod. Oui, c'est ça, à peu près 4 prog. En GD, ND, on était 2, et moi et Emmanuel Corneau, qui était notre lead designer. Et après, on avait Quentin Vijoux, donc qui a été évoqué à la slide précédente, qui a pris en charge la quasi-intégralité de la DA. Tout ce que vous voyez de visuel dans le jeu, c'est Quentin qui l'a fait, que ce soit personnage, décor, props, vraiment tout. Et il a été épaulé par Fernando, qui était notre motion designer, qui s'est chargé de toute la partie anime. Et après, voilà, on a eu un peu de trad. Franck Weber, qui était notre sound designer, compositeur en prestataire. Et c'est à peu près tout. Il y a eu aussi Émilie Angrave qui était aussi intervenue sur le projet. Alors moi j'ai eu quoi comme intitulé, directeur de production. Je n'ai pas rien fait sur le projet. Je ne suis pas un imposteur dans cette conférence. Moi j'ai contribué à monter le projet et puis à accompagner les équipes, mais très souvent dans le ludogramme, les choses chouettes qui sortent ne sont pas liées à moi. Donc en fait oui, je suis un imposteur pour ce soir. Sur revenir un peu sur l'intention du projet, et on parlera après de ce qui s'est bien passé et ce qui s'est moins bien passé. Le tout départ du pitch du jeu que Fibre avait sur ce projet-là, c'était de faire Outzer avec des camions en Russie. Outzer, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu indé qui a eu un gros succès où on gère quelqu'un qui est perdu dans l'espace dans son vaisseau, qui doit constamment réadapter son vaisseau pour essayer de survivre. C'est un jeu super qui a eu un très beau succès, et notamment en Russie. Et d'après Fibre, ce qu'il me disait, c'est que en Russie, ça faisait beaucoup écho avec le personnage de Gagarin, donc le premier homme à aller dans l'espace, et ça avait bien résonné. Donc il a cette réflexion de se dire, tiens, les Russes ont adoré avoir un jeu qui faisait écho avec eux, c'est un marché qui est moins servi, c'est des gens qui ont une culture intéressante à valoriser, et c'est de cette intention-là qu'il part au tout départ. Il était question de le faire un moment avec Miklo, donc avec Mickaël de Miklo, avec qui il avait fait Outzer, puis le projet a ensuite vécu et vit sa vie.
Vous allez le voir, on s'est pas mal éloigné en fait de cette intention-là, qui aurait été, spoiler, beaucoup plus bankable que ce qu'on a fait, mais un projet très différent. Le gameplay, on l'a centré néanmoins sur 3 éléments. Donc une dimension, j'ai pas mal inversé les images, je vois. Une dimension carte et choix de trajet. Donc les titres sont pas liés aux images. Une dimension gestion de ressources, qui est assez simplifiée. Donc, globalement, je sais pas si tu veux en dire 2 mots. Oui. Alors en fait, à la base, quand on a reçu le manuscrit de Fibre, il y avait 2 ressources qui étaient l'état de votre camion et votre essence. Nous, en niveau design, on a rajouté une 3e ressource qui est l'argent, que vous pouvez dépenser à plusieurs moments dans l'aventure pour réparer votre camion, acheter de l'essence, passer par quelques embranchements narratifs, des choses comme ça. Mais assez vite, en fait, de par le modèle d'écriture que nous avait donné Fibre et l'histoire qu'il avait fait, on avait un moment où, dans la narration, on quitte un peu la Terre des Hommes, et du coup, toutes ces ressources matérielles deviennent assez inutiles. Et ça s'est un peu traduit aussi dans le système de gestion de ressources, c'est-à-dire que vers les 2/3 du jeu, il n'est plus vraiment exploité, et on a choisi, alors qu'on aurait pu beaucoup plus pousser le curseur pour se dire ok, on en fait un jeu de gestion où on va rajouter des prétextes pour utiliser des ressources sur la fin de l'aventure. On a plutôt choisi de prendre le postulat inverse, c'est-à-dire ok, on va rester le plus fidèle possible à la narration là-dessus, on va beaucoup plus mettre en retrait le système de ressources, et au final, vers la fin du jeu, c'est vraiment l'histoire qui prend le pas. C'est un choix qui est assez radical, mais qui était complètement assumé de notre part pour le coup. Ouais, qui était pas forcément simple. Enfin, moi, je me souviens d'un moment, une réunion, on se dit, bah tiens, est-ce que le jeu a suffisamment d'interactivité? Est-ce que quelque part, il est suffisamment systémique? Et en gros, est-ce qu'on recommence tout le jeu ou presque? Donc, on l'a pas fait, ce qui était une bonne décision, pour plein de raisons. On s'est dit non, on va faire, et ça a été l'intention jusqu'au bout, on va faire un beau petit jeu, mais dans le sens vraiment tout va être bien travaillé. On va pouvoir effectivement bien soigner l'écriture, on va plus maîtriser l'expérience. Et l'accessibilité, l'idée elle est venue après, mais elle s'est inscrite dans cette volonté-là, non pas de faire un jeu parfait, on n'a pas cette prétention-là, mais de faire un jeu qui, pour son scope, remplit effectivement dans les attentes de l'audience potentielle. Et c'est ça qu'on s'est efforcé de faire. Donc en vérité, aujourd'hui, vendre Firebird comme un out there avec des camions en Russie serait extrêmement mensonger. On l'a pas fait d'ailleurs sur les pages de Steam, mais on est plutôt parti effectivement vers l'histoire d'un trajet, l'histoire d'un voyage à travers l'ensemble de la Russie. Et je me permets aussi de préciser, si on a fait ce choix-là, c'est aussi parce que le jeu pouvait se permettre de se laisser porter sur sa DA. Pour nous, c'était vraiment le cœur du jeu, c'est sa DA. Et sur son scénario, le manuscrit de Fibre était quand même ultra complet, ultra solide. Et ces 2 éléments-là, ces 2 piliers tout seuls, permettaient déjà de porter le jeu. Et ça faisait que si on abaissait un peu la partie plus système, on n'avait pas l'impression de ressentir un manque. Au contraire, on avait l'impression que c'était une œuvre qui se tenait en elle-même. Et du coup, ce choix-là nous a aussi paru justifié de par cet aspect-là. Et ça illustre le premier point, c'est que on a eu une super collaboration au niveau du studio et des partenaires extérieurs. Donc avec Fibre, on a bossé dans un climat de confiance absolu, globalement, sachant qu'il nous a aussi laissé la possibilité de réécrire des choses qu'il a appréciées, ce qui a pu être réécrit et restructuré. Il a joué aussi le jeu au niveau de Twitch et de la communication du projet. Sur les autres partenaires extérieurs, Quentin Vijoux, lui, est resté très impliqué tout au long de la production, parce que c'est vrai que Fibre avait déjà fait un scénario, Quentin avait fait une bonne partie des assets, mais il y a eu des besoins supplémentaires, et Quentin nous a accompagnés pendant quasiment la totalité du projet, avec une productivité assez remarquable, donc assez impressionnante. Et sur les autres partenaires extérieurs, on a travaillé avec Franck donc sur le son, et puis après avec des partenaires en traduction qui sont arrivés plutôt à la fin du projet. Mais c'est vrai que quand on fait ce type de collaboration, surtout avec des personnalités avec qui on n'avait jamais bossé, c'était une interrogation. Et nous, ça nous a validé en tout cas l'envie de continuer à faire ça. Je me permets également de citer Mylène Lourdel, qui nous a aussi accompagnés sur la partie un peu commercialisation com. Tout à fait. Et puis après, pour ne pas oublier aussi Plane Lab aussi qui nous a accompagnés sur des sujets du X et de playtest. La direction artistique, t'en parlais, ouais, ça c'est vraiment une des forces du projet dont nous on est très très contents. Elle a vraiment son charme, elle a vraiment son univers. Elle a été relayée aussi un peu pour ça. Enfin, c'est vrai que c'était un axe de communication intéressant du projet. On peut se poser la question de est-elle adaptée à un marché qui est très Steam? C'est une question à laquelle j'ai pas la réponse aujourd'hui. Mais en tout cas, elle permet d'avoir son originalité et d'exister. Sur la taille de l'équipe, donc on a vu un certain nombre de personnes, mais c'était quand même plutôt par
On était généralement moins de 8, je dirais, sur le projet, ou maximum peut-être 8 en général. Je pense que à temps plein au Prime, on a été à 10, grand maximum, et c'était vraiment tout. Et c'était bien, mais c'est quelque chose qu'on aime bien faire, globalement, donc c'était un plaisir aussi d'avancer là-dessus. Les retours playtest, c'est toi qui les as gérés, tu peux peut-être en dire 2 mots? Oui, alors ce qui était assez intéressant avec les retours playtest, c'est que comme c'est un jeu qui repose, comme je le disais, vraiment sur sa narration, on a beaucoup éprouvé le scénario. C'est là où Fibre a été très sympa, c'est qu'il nous a permis de faire des retouches sur le manuscrit original. Par exemple, pour citer un exemple, le début du jeu, les tout premières phrases de texte, c'était vous vous réveillez dans votre camion, vous avez un choix, c'était sortir du camion ou vous rendormir. Et si vous vous rendormez, c'est game over, voilà, le jeu s'arrête. Donc c'était un peu le truc le moins engageant de la Terre. Du coup, on a très vite pu le voir en playtest que ça marchait pas trop, et on s'est permis de réécrire l'intro avec l'accord de Fibre, qui a bien sûr un peu supervisé le tout de loin. Et c'est devenu une péripétie où Mariska, l'héroïne, est attachée par des mafieux qui viennent lui réclamer une dette. Et ça permettait de rendre le tout beaucoup plus engageant. Et toutes ces choses-là, c'est vraiment, on a vraiment évalué à quel point les gens s'attachaient au personnage, à quel point les gens s'ennuyaient en certains moments. Est-ce que c'était normal? Parfois, c'est aussi normal que l'action ralentisse après un moment de haute tension. Mais est-ce que ce ralentissement était constant? Est-ce qu'il était anormal? Est-ce qu'il fallait parfois réinjecter un peu de peps dans la narration? Toutes ces choses. C'est vraiment là-dessus qu'on a focus les playtests, plus que sur la partie ressources qui au final a assez vite marché et sur laquelle on a fait un peu d'équilibrage, mais les ajustements ont été assez minimes comparé à la partie narration. Ouais, 2 choses sur le début du jeu. Un, effectivement, Fibre aimait bien cette blague-là de vous endormez, vous êtes game over. Ça le faisait beaucoup rire. Et la deuxième chose, oui, quand on a envoyé à Fibre, pour l'anecdote des coulisses de Ludogramme, on a envoyé un build à Fibre, et c'était au moment de Noël ou peu avant, je sais plus. Et on attendait ses retours. Et à un moment, pour rigoler, j'ai pris donc Fibre à une chaîne Twitch, et j'ai modifié une capture d'écran de la chaîne Twitch. J'avais mis une tête de Fibre et le titre de l'émission était « Je teste Firebird et j'arrête les jeux vidéo ». Pour voir comment l'équipe allait réagir, mais j'ai très vite dit non, c'est bon, il apprécie le jeu. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça a été aussi sympa pour la suite de la prod, globalement. On a réussi à continuer de bien avancer ensemble. L'accessibilité, on va y revenir plus en détail, mais c'est vrai que pour nous, c'est une fierté d'avoir réussi à faire ça. La bonne réception critique et publique. Critique, on n'a pas été couvert par non plus 10 000 médias, mais les quelques personnes qui l'ont testé ou les quelques médias qui l'ont testé ont apprécié. Public, super, on a 100% de reviews positives, donc c'est très chouette. Je nous souhaite d'autres jeux avec un tel pourcentage. Le nombre est néanmoins plus limité qu'on l'aurait voulu, puisqu'on est à 61 reviews sur Steam. Un peu plus en réalité, parce que dans l'histoire du projet, il a été notamment possible de l'acheter dans un financement participatif, et ces reviews-là sont pas comptabilisées. Mais pour nous, le contrat est assez rempli sur l'ensemble de ces différents points. Et sur ce qui s'est moins bien passé, le contexte de sortie, forcément, puisque la guerre démarre effectivement en février. Nous, on est plutôt sur la fin de prod et une commercialisation qui était prévue 1 mois après. Je vais faire attention aussi aux mots que j'emploie. Il s'agit pas de dire mince, il y a la guerre en Ukraine, pas de chance pour nous. C'était aussi un coup forcément pour ce qui se passe en Europe en tant que citoyen. Donc c'était une période qui était pas simple. C'est un projet qu'on continuait de bien aimer et qui en plus est à l'opposé en fait de toute propagande évidemment russe. Mais il y a forcément cette crainte de se dire on va pas faire un jeu qui blesse dans cette période-là particulièrement difficile pour les Ukrainiens. Donc ça nous a impacté. La décision elle a été très rapide de dire on le fait pas, on le sort pas maintenant. Ça paraissait effectivement surréaliste. On a espéré et on espère toujours une victoire des Ukrainiens on espérait qu'elle arrive très vite, pour eux avant tout, et puis pour nous, comme ça ensuite on aurait sorti le projet. Puis malheureusement la guerre continue de durer et c'est un projet qu'on a décidé de sortir en prenant l'ensemble des précautions possibles sur les textes, en étant très vigilant au moment de la sortie. Et là-dessus, alors le contexte était compliqué, la réception, on n'a pas eu de polémique sur le fait de faire un jeu en Russie. On a eu, je crois, une accusation d'être dans un discours très complotiste, de travailler pour Soros, etc., etc. Mais globalement, ça n'allait, c'était pas très intéressant. Mais c'est le seul retour, je pense, à peu près négatif qu'on a eu. On a dû être vigilant sur un texte. Je pense qu'il y a un texte où à un moment on parlait de l'armée en Russie. Oui, c'est ça. Il y a eu un remplacement à un moment d'une mention qui est faite de l'armée, qui est devenu un hôtel de luxe, qui était simplement
En fait, vous piquiez une cargaison à l'armée, du coup maintenant vous piquez une cargaison de nourriture à qui devait aller à l'hôtel de luxe. Mais c'est à peu près tout. Le manuscrit de Fibre était de base quand même, comme je disais, très vite, on sort de la Russie pour aller vraiment plus dans la partie fantastique, mythe. Donc il n'avait pas du tout un ancrage contemporain dans l'actualité, le contexte géopolitique russe du XXIe siècle. C'était pas du tout le propos du jeu. Donc on n'a pas non plus été trop freiné par ce côté-là dans l'écriture. Sur les autres points, au niveau de ce qui s'est moins bien passé, enfin Quentin a bien vécu la prod, mais c'est vrai qu'il a fallu faire beaucoup d'assets. C'était un jeu qui le nécessitait. Alors il a un style rapide, mais c'est vrai que ça a représenté beaucoup de boulot, plus qu'on le pensait au départ, en tout cas, avec le retravail sur les textes, avec l'envie d'en raconter un maximum effectivement sur les territoires traversés. Difficile à marketer pour plein de raisons. Bon, le contexte forcément de la guerre en Ukraine pénalise le projet. Si on fait abstraction de ça, c'est pas ça qui a empêché le projet d'être, enfin à mes yeux, d'être un succès. On est sur un jeu court, on est sur un jeu qui est niche. Alors le visual novel est un marché important sur Steam, néanmoins pas tout à fait sur ce type d'histoire-là et sur ce type d'intention-là. Et ce qui nous a rendu effectivement difficile de trouver des accroches. C'est pas qu'une question d'argent quand je parle ici de difficile à marketer, c'est je pense que comme beaucoup ici, on fait des jeux vidéo pour qu'un maximum de personnes y jouent et s'amusent. Globalement, c'est notre motivation. Je pense à tous. Enfin, s'il y a des gens qui sont là ici pour faire de l'argent, il vaut mieux peut-être partir loin de l'industrie. Et nous, c'était effectivement un peu cette frustration-là de se dire mince, on a un jeu qui est sympa et on a ces obstacles-là sur la route, sans jeu de mots, pour réussir à toucher un maximum d'audience. Ça revient sur la tension initiale entre cette intention qui, je pense, aurait été beaucoup plus facile à marketer d'un jeu out there avec des camions en Russie. Mais au final, c'est un choix qu'on assume. On est content de l'avoir fait. Et c'était aussi pour nous, en fait, la raison de ce projet. C'est que c'était un jeu sur lequel on voulait pivoter entre ce qu'on faisait sur mobile, aller vers PC et retourner vers le PC qu'on avait connu dans d'autres studios, et la console. Donc là-dessus, c'était particulièrement réussi. Et c'est pour ça que je le mets en moins bien passé, mais c'était des choix qui étaient plutôt assumés. Gestion des ressources et linéarité, c'est ce que tu as mentionné, hein, c'est que effectivement il y a un moment où on oublie un peu globalement ce gameplay-là. Oui, tout à fait. Sans trop de retours négatifs, ce qui était chouette, ce qui était plutôt bien. Sur la réception commerciale, je vais la mettre en lien avec le budget. Donc c'est un projet qui est pas à l'équilibre et qui, on l'espère, le sera, mais ça va pas être simple. C'est un projet approximativement qui nous a coûté 100 000 euros. C'est à la fois peu et beaucoup plus ce qu'on avait prévu, ce qui est assez classique dans l'industrie. En fait, le projet a gagné en ambition. Au tout départ, en fait, quand on travaille sur le projet, on se dit Fibre a écrit le scénario, on a déjà les assets. Nous, c'était une époque où on faisait des jeux sur mobile. On faisait donc plusieurs visual novels, on les faisait assez rapidement. On savait faire les choses en 2-3 mois de temps. On n'a pas perdu ce savoir-faire là, mais là il y a eu l'envie en fait de pousser le projet un petit peu plus loin en qualité. Si je mets ici une petite astérisque, c'est parce que le coût du budget, on est sur un modèle qui est un peu particulier. C'est une coproduction avec donc Ludogramme, Fibre et Quentin Vijoux. Donc dans ces 100 000 euros de budget, en fait, ça ne compte pas leur travail, qui était un travail qui a été fait en tant qu'auteur. Et qui leur donne droit à des droits d'auteur plus importants sur le projet que dans d'autres collaborations. On a eu la chance d'avoir le soutien du CNC, qui vraiment nous a fait beaucoup de bien. Donc on a eu 21 000 euros de subventions sur le projet. On a fait une erreur et que j'essaye d'encourager. Donc je suis en parallèle de Ludogramme, je suis président de Gaming et je tanne les studios à faire leur crédit d'impôt jeux vidéo. Regard appuyé pour certains. Mais c'est un sujet que nous on n'a pas fait. Donc pourquoi on l'a pas fait? Parce qu'il y a un seuil à 100 000 euros. Mais comme au départ du projet, on s'est dit ça va un jeu qui va nous coûter entre 30, peut-être jusque 50 000 si on pousse vraiment. Et en fait, c'est une grosse erreur. Parce qu'en même temps qu'on a déposé au niveau du dossier du CNC, on aurait pu déposer un crédit d'impôt jeux vidéo. C'est pas tout à fait les mêmes dossiers, mais une fois qu'on est dans la lancée, on peut quand même le faire assez facilement. Et ça nous aurait permis, nous, quand même, de dérisquer un peu plus le projet. Donc ça, c'est de ma responsabilité, donc j'aurais dû faire le dossier. Mais ça a été un bon apprentissage. L'autre point aussi, c'est que au niveau des revenus, donc je vais pas forcément communiquer l'ensemble des chiffres de vente, mais on a eu la chance, donc nous, de faire un financement participatif sur Aria qui a bien marché, où on a pu prévendre le jeu aussi dans ce cadre-là. Donc ça nous a aidé en termes de revenus. Aujourd'hui, sur les revenus Switch et PC,
ça représente quelques centaines d'euros par mois, ce qui est pas suffisant pour atteindre la rentabilité du projet. Ce qui ne veut pas dire qu'on a renoncé, c'est-à-dire que c'est un projet que nous, en même temps que le catalogue de Ludogramme, s'étoffe, on a la volonté de continuer de le valoriser. C'était aussi, alors c'est arrivé à un pivot, comme je disais, entre ce qu'on faisait en jeu mobile et ce qu'on fait maintenant. Il y a eu des réflexions de se dire, est-ce qu'on emmène l'héroïne de Fireburn un peu plus loin? Est-ce qu'on fait d'autres territoires? Moi j'ai beaucoup grandi avec Tintin, à la fois en BD et en dessin animé, c'était le mardi soir d'ailleurs de mémoire. Et il y avait un moment cette volonté de se dire, tiens, est-ce qu'on fait pas aller l'héroïne dans différents territoires? Après la Russie, les États-Unis ou l'Europe, etc. On a eu cette réflexion-là. Je suis un peu tanné Quentin Vijoux sur le sujet. Et en fait, entre-temps, on a eu d'autres projets qui ont débarqué et aussi la boîte a évolué vers d'autres types de jeux. Donc, projet non rentable, projet qui par contre nous a beaucoup fait grandir en tant qu'équipe. On a beaucoup appris. Le contexte, encore une fois, n'a pas aidé. La chance qu'on a eue, c'est que on était en capacité de faire un deuxième jeu. Ça, c'était la bonne décision aussi. Je pense notamment si on avait dit à un moment, bon, ok, on refait tout le jeu. L'histoire de Ludogramme aurait peut-être été différente. Il y a peut-être un monde où ça a cartonné. Il y a peut-être un monde où on a épuisé nos ressources et ça n'a pas marché. Bon, de manière générale, ma philosophie est de ne pas avoir trop de regrets dans notre industrie et dans la vie en général. Donc, on est plutôt content, malgré le fait que ça n'a pas forcément été un gros succès financier. Sur la partie accessibilité, je vais moins parler. Je vais peut-être te laisser la place, d'ailleurs. Ok, ça marche. Oui, donc après ce petit historique, je vais un peu détailler la partie accessibilité qu'on vous a mentionnée depuis le début, mais qu'on n'a pas vraiment abordé en détail. Comment est-ce que, donc déjà pour expliquer rapidement, Firebird est aujourd'hui un des rares jeux sur le marché à être intégralement jouable par les personnes non-voyantes, sans assistance. Je me permets d'insister sur le sans assistance. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne non-voyante peut acheter le jeu, installer le jeu, le lancer et le terminer toute seule sans avoir besoin de l'aide d'un voyant. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de jeux aujourd'hui. Truc tout bête, par exemple, vous avez des jeux qui prennent en charge l'accessibilité pour les personnes malvoyantes, mais l'option n'est pas activée par défaut. Donc ça veut dire que la première fois que la personne lance le jeu, elle a besoin d'un voyant pour aller dans les options et activer l'option pour elle. Donc ça, c'est des jeux comme ça. Aujourd'hui sur le marché, il y en a peut-être une dizaine, grand maximum, 20 si on élargit, qui prennent officiellement du côté des développeurs, éditeurs. Je parle pas là de choses qui pourraient relever, par exemple des pages de la communauté ou des choses comme ça. Vraiment du support côté développeur, il y en a vraiment une vingtaine. Comment est-ce qu'on s'est mis en tête de faire ça? En fait, ça a été un cas de figure assez particulier. C'était à la fin de la pré-prod. On a eu un petit laps de temps de une semaine, un peu moins, où on s'est retrouvé avec le lead designer Emmanuel Corneau dans un entre-deux où, à l'époque, Ludogramme faisait encore de la presta. Et nos devs étaient encore en train de finir un projet de presta. Et il y avait un petit délai avant qu'ils arrivent sur le projet. Donc, nous, on avait fini nos bases de design, etc. On était prêts à partir sur le content. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de ce temps-là qui soit utile? Et on s'est dit, mais on n'a pas encore creusé la question de l'accessibilité. Allons-y, voyons ce qu'on peut faire. Et comme Firebird est un jeu qui reposait en grande partie sur du texte, on a assez vite vu qu'on pouvait tenter de faire une intégration complète d'un lecteur d'écran. Donc un lecteur d'écran, pour celles et ceux qui savent pas, c'est un plugin que vous venez mettre sur votre PC, ou votre smartphone d'ailleurs, et qui va vous lire tout ce qui est écrit à l'écran. C'est pensé pour les personnes non-voyantes, et ça débite le texte à une vitesse qui, pour des personnes voyantes qui n'ont pas l'habitude d'entendre ça, est absolument incompréhensible. C'est-à-dire que vraiment, on est sur un débit de x10, x20, donc des personnes non-voyantes comprennent très bien, mais pour nous, c'est vraiment c'est un texte qui est indéchiffrable. En fait, vous pouvez brancher ça à votre jeu, et ça va vous lire tous les textes, ça va vous lire toutes les interfaces. Si vous le prenez en charge côté moteur, c'est parfaitement faisable. Donc avant de détailler comment on a fait ça, je voudrais juste rapidement revenir sur un peu notre démarche là-dessus et quelques chiffres. Donc aujourd'hui, en France, c'est 12 millions de personnes en situation de handicap, donc c'est 2 fois la ville de Paris, juste pour donner le contexte. Et sur ces 12 millions, rien qu'en France, on est à presque 2 millions de personnes atteintes d'un trouble de la vision. Donc c'est quand même une grosse partie des joueurs et joueuses qui n'ont pas accès de façon équitable aux jeux d'aujourd'hui.
Et les gros éditeurs commencent à s'y mettre, les gros AAA commencent tout juste, mais ça fait 5 ans grand maximum qu'on a un peu une poussée de l'accessibilité à ce niveau-là. Et les indés, forcément, on a un peu moins de sous, mais on est encore un peu à la traîne là-dessus. Aujourd'hui, voilà, comme je le disais, j'ai mis entre 20 et 30 jeux. Là, récemment, mis à part Firebird, on a eu The Last of Us 2 il y a quelques années et le remaster du premier qui ont été les gros événements en termes de jeux accessibles aux malvoyants. Mais mis à part ça, il n'y en a pas non plus énormément. Donc, c'est encore un peu le désert là-dessus. Nous, on a travaillé avec une société qui s'appelle Ludaccess, qui est une société en conseil consulting tenue par Mehdi, qui est un joueur non-voyant. Et lui, ce qu'il propose, c'est dans un premier temps de faire une veille pour les développeurs, développeuses, de venir au studio. Il nous montre lui comment est-ce qu'il fait en tant que non-voyant pour jouer au jeu, à quoi est-ce qu'il joue, quel matériel il a besoin, toutes ces choses-là. Et dans un second temps, vous lui donnez une build de votre jeu et il essaye d'y jouer. Et il vous dit qu'est-ce qui l'empêche d'y jouer. Donc ça a pris une journée pendant laquelle il est venu au studio, on a fait tout ça. Toute l'équipe était libre de mettre en stand-by ses tâches et de venir voir un peu la présentation. C'était ultra instructif. Et après ça, il est resté en contact avec nous. Ça a été un peu notre référent sur la question pendant tout le développement. Et régulièrement, on lui envoyait des builds et il nous faisait des retours. Et même sur la version mobile qui était encore en travail il n'y a pas si longtemps, on continue à l'envoyer des builds pour avoir son avis. C'est ultra important parce que on a beau avoir des ressources, on a beau savoir ce qu'on peut faire pour rendre nos jeux un maximum accessibles. Si on ne met pas une personne concernée dans la boucle, on est quasiment certain de taper à côté. Donc ça nous a vachement aidé parce que l'avis de Mehdi là-dessus était toujours ultra pertinent et il nous transmettait toujours ça avec une part de subjectivité de comment lui voyait les choses en tant que joueur. Et c'était aussi ultra intéressant d'avoir un point de vue de joueur différent de celui qu'on a de l'habitude de voir. Et ça a été vraiment ultra enrichissant tout au long du développement. Je me permets de compléter. Donc Mehdi nous a été, on l'a rencontré par l'intermédiaire de Fibre, qui nous a mis en contact. Et c'est vrai que à l'époque, moi je me souviens, Mehdi disait sur PS5, donc c'est un peu vieux, il disait, je crois qu'il y avait 6 jeux globalement qui étaient compatibles. Et en fait, ouais, ça fait un peu suer, étant donné le marché d'avoir des gens. Donc Mehdi, en plus dans son parcours de vie, c'est quelqu'un qui était joueur et qui était voyant et qui progressivement a perdu la vue et qui disait voilà, c'est une frustration pour une audience qui est présente, qui a envie effectivement de jouer au jeu. Et nous, c'est vrai que il y a eu en fait cette opportunité, il y avait cette envie initiale avant qu'on soit mis en relation avec Mehdi. Il y a eu ce contexte où on a décalé le jeu et dans la façon dont on aime bien voir les choses généralement, c'est que face à une situation qui est quand même compliquée, qui est pas simple de dire tiens on peut pas sortir Firebird, on s'est dit on a une opportunité au moins de pouvoir avancer sur l'accessibilité qui était présente je pense dans pas mal de gens du studio, en tout cas dans les envies, et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser. Sa démo de Last of Us 2 où Mehdi joue était assez impressionnante puisque le jeu a quand même un certain rythme et c'est vrai que dans les et surtout un certain stress dans la façon dont il jouait extrêmement sereinement. Toi, t'avais essayé après, je crois, aussi en mode non-voyant. Ouais. C'est assez bluffant, en fait. En fait, chaque interaction du jeu, le moindre feedback visuel est traduit par un effet sonore qui est individuel à chaque action. Et tout est spatialisé également. Donc, pour une personne non-voyante qui a une perception des sons beaucoup plus importante qu'une personne voyante, l'action est ultra lisible et ils arrivent à se déplacer dans l'espace sans aucun problème. C'est vraiment bluffant. D'un point de vue aussi pour compléter, donc les services que propose Ludaccess, je vais faire leur pub parce que c'est une entreprise qui est hyper intéressante dans sa démarche et dans ce qu'elle propose. Donc en fait, ils proposent 3 types d'interventions. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens dans des studios ici et relayez-le à votre direction. Et le coût est vraiment extrêmement raisonnable. Je vais dire une bêtise parce que ça remonte un peu, mais globalement, ça nous a coûté entre 2 et 3 000 euros, ce qui est pas grand chose pour entre 3 et 4 jours d'intervention, plus du suivi, etc. C'est quand même extrêmement raisonnable. Outre la démarche qui est salutaire, en fait, dans un budget de prod, c'est quelque chose, je trouve, qui peut s'envisager. Tout dépend des types de production, mais il y a quand même rapidement des quick wins qui permettent de bien faire les choses. Et on n'est pas obligé de prendre les 3, en fait. C'est que, ne serait-ce que dans des studios où il y a des volontés de sensibiliser, faire venir effectivement Mehdi une après-midi, qui joue à certains jeux, qui montre comment il joue, etc. Je trouve que c'était un bon moment dans l'équipe. C'était un moment qui était chouette, et je le recommande vivement.
Totalement. Et il a aussi beaucoup assuré le suivi après la sortie du jeu. Il a vachement parlé du jeu dans ses sphères à lui. Le jeu, je sais qu'il a pas mal tourné dans des groupes Facebook de personnes non-voyantes qui cherchaient des jeux dédiés à ça. Et toute cette communication de groupes qu'on connaît pas forcément, Mehdi, il a permis aussi de créer un lien là-dessus. Et c'était vachement, ça a été vachement utile aussi. Du coup, je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que ça donne le lecteur d'écran en jeu. Je vous ai pris 2 petits extraits. Si j'arrive... je vais vous montrer celle-là plutôt. Tout est là tel que vous l'aviez laissé. Votre radio, votre carte, votre CD. Donc voilà, à chaque fois que vous avez une bulle de texte qui apparaît à l'écran, elle est automatiquement lue par le lecteur d'écran, sans qu'il y ait besoin de la moindre interaction. Et on précise au début, au lancement du jeu, que la touche croix sert à faire passer les dialogues. C'est aussi quelque chose où ils savent, si on dit touche croix, rond, etc., ils savent à quoi ça correspond sur la manette. Donc on a une simple précision au début du jeu, et après ils n'ont plus besoin d'assistance là-dessus. Maurice Curdy. Allez, retour au royaume de l'hiver. Quand vous entendez ce son, appuyez sur la gâchette droite ou la touche M pour ouvrir la carte. Donc là, typiquement, normalement, ça c'est un feedback sonore qui vous dit la carte est dispo et qui s'accompagne de l'apparition du petit pictocarte en haut à droite de l'écran. Pour une personne mâle ou non-voyante, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà le feedback sonore. Du coup, on a juste besoin de lui dire une première fois, écoute, quand tu entends ce son, c'est que ta carte est dispo et tu as juste à appuyer sur cet input pour l'ouvrir. Vous êtes actuellement sur votre carte. Même chose, à chaque fois qu'on change d'écran, on l'annonce. En gros, ce qu'on veut absolument éviter quand on intègre un lecteur d'écran, c'est que la personne soit bloquée, qu'elle appuie sur des boutons, qu'elle sache pas où elle est dans le jeu, et que du coup, elle puisse pas avancer. Donc ça veut dire que là, on passe de phase de story à phase de carte, donc on l'annonce. Quand on fermera la carte, on va aussi l'annoncer. Mais ça vaut aussi, par exemple, quand on met le jeu en pause, on a une petite voix qui nous dit « jeu en pause », et quand on reprend, reprise du jeu, etc. Une destination disponible actuellement. Utilisez le stick à la manette ou les flèches directionnelles au clavier pour choisir votre prochaine destination. Parfois, il peut arriver qu'il n'y ait qu'une seule destination disponible. Donc là, normalement, en playtest, ici c'était très simple. Les gens ils voyaient une destination disponible, ils cliquaient, ils voyaient qu'il y avait que ça, et le camion il se mettait à rouler. Pour un joueur non-voyant, pareil, il faut un peu plus détaillé. Donc il faut expliquer que c'est normal si par exemple parfois il fait scroller sa carte et qu'il n'y a qu'une seule destination, ce n'est pas un bug, c'est by design. Il faut aussi penser au niveau du sélecteur et de l'intégration du lecteur d'écran, mettre du texte qui va être lu par le lecteur au niveau de tout ce qui n'a pas de feedback textuel à l'écran. Donc typiquement, là le petit... je serais mieux de faire ça. Là le petit pictogramme, typiquement ici. Quand vous passez le lecteur d'écran dessus, il me semble, il vous dit entrepôt de Zavodsk. Il y a aussi une question du coup game design là derrière, c'est nous on voulait que la carte elle soit en partie un peu cryptique, c'est-à-dire que les joueurs voient le picto, essayent de déduire c'était quoi cette destination, qu'est-ce qu'ils allaient y trouver, et fassent leur choix en fonction de ça. Donc cette intention de design, faut aussi qu'on la retranscrive sur la partie lecteur d'écran. Donc il y a eu tout un petit travail sur les textes pour trouver des textes qui soient dans le juste milieu entre suffisamment informatif et en même temps laisser planer ce petit côté de mystère pour qu'il y ait quand même cette petite excitation. Pareil, là, ce que vous entendez sur la vidéo, c'est un texte. Moi, j'ai pas vraiment le lecteur d'écran sur mon PC. C'est celui basique de Windows qui est pas du tout configuré. Donc, elle sait pas bien prononcer la plupart des mots et elle a une vitesse très lente. Faut vous imaginer que les textes que vous entendez là, ils sont dits en 1 ou 2 secondes maximum et que vous avez un lecteur d'écran qui s'adapte beaucoup plus à la phonétique que ce que vous entendez là. Appuyez sur le bouton A, Xbox, le bouton croix, PlayStation, ou la touche Entrée pour valider votre choix. Appuyez sur les flèches à la manette ou contrôle plus les flèches au clavier pour consulter vos ressources. Appuyez sur le bouton B, Xbox, le bouton rond, PlayStation, ou la touche M pour fermer votre carte. Vous pouvez réécouter ce message en appuyant sur la flèche du bas ou contrôle plus la flèche du bas sur le clavier. Même chose, on permet aux joueurs de réécouter le tuto si jamais il l'a loupé, de la même façon qu'on permet à certains voyants d'aller retourner dans les menus chercher les tutos qu'ils ont loupés.
Pied. Entrepôt de Zavodsk. Entrepôt de Zavodsk. Générique d'introduction. Durée approximative, 15 secondes. Écrit par Fibre Tigre, illustré par Quentin Bijou, mis en son par Franck Weber, développé par Ludogramme. Voilà, donc là, ce qu'on fait pareil, on annonce une durée approximative parce que on veut pas que la personne, elle appuie sur un bouton et que d'un coup, il y a une cinématique qui se lance, mais elle le sait pas, et qu'elle se dise, ah bah moi je suis bloqué, qu'est-ce que je fais, et qu'elle se mette à spammer partout. Donc on annonce que c'est normal, et même chose, ça c'est une vidéo. Donc le texte ici, il peut pas être accessible au lecteur d'écran. Donc on prévoit de lancer certaines commandes pendant l'enregistrement de la vidéo. En l'occurrence, là, on annonce juste le générique de début. Donc c'est pour vous montrer un peu un exemple d'intégration. Également, on a tout un système de description. Hop, sur la slide juste après. Voilà. Tout un système de description visuelle pour tout ce qui va être personnage et background et props. Donc ça, c'est encore l'étape d'après. C'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, avec ce qu'on a fait là, le jeu, vous pouvez le terminer de A à Z en étant non-voyant. Mais nous, on a poussé le curseur un peu plus loin en se disant, bah, on va en plus leur proposer une description des assets graphiques pour qu'ils aient le même niveau d'information qu'un joueur voyant et qu'il n'y ait pas d'inégalité à ce niveau-là. Donc ça veut dire que quand vous êtes en phase de visual novel, donc je ne sais pas si vous visualisez les screens qui ont été montrés plus tôt, mais on a un personnage à gauche, un personnage à droite et un background derrière. Ce qui se passe, c'est que les flèches directionnelles, qui ne servaient pas en jeu parce qu'on a très peu d'input, à tout moment vous pouvez appuyer dessus, et flèche de gauche vous donne la description du locuteur de gauche, à droite celui de droite, et vers le haut c'est le background. Donc ça vous permet à tout moment d'avoir un contexte de où est-ce que vous êtes, avec qui vous êtes. Ça sert aussi si vous arrêtez le jeu, typiquement, que vous le reprenez 2 jours plus tard, vous êtes sur une réplique précise, bah, ça vous permet de vous remettre la chose en tête, alors que pour un voyant, bah, immédiatement, il verrait tout le setup, il n'y aurait pas de questions à se poser. Également, on permet de répéter la dernière ligne de dialogue, un peu pour les mêmes raisons. Et ce système de flèches directionnelles, il est évolutif selon où est-ce qu'on est dans l'interface. Donc par exemple, si on est sur la carte, normalement on affiche les ressources, bah là c'est la même chose, les flèches vous permettent de voir vos ressources, d'entendre vos ressources en l'occurrence, et pour toujours avoir le contexte en tête. Aussi, dès qu'un personnage change ou qu'un background change, on a un sound effect dédié, donc qui est spatialisé également. Donc si c'est le personnage de gauche qui s'en va, on va entendre le sound effect à gauche et inversement. Et il nous permet, on l'annonce en début du jeu, et il permet aussi de donner l'info en direct à la personne non-voyante. Donc comme ça, le personnage s'en va, et on lance pas automatiquement la description, parce que ça se trouve, la personne n'a pas envie de l'écouter. Mais comme ça, le joueur a l'info et peut lancer la description un peu à sa guise. Pour écrire ces descriptions, comment est-ce qu'on a fait ? Ça tombe bien parce qu'on était 2 GDND sur le projet, donc écrire on aime bien. Et du coup, on avait la chance d'avoir un jeu qui est très bavard, très bavard, et surtout écrit avec un style très littéraire. C'est-à-dire que Fibre décrivait beaucoup, quand vous arrivez dans un entrepôt, il va vous dire que c'est un entrepôt froid et morne, avec le toit qui tombe en décrépitude, où la pluie s'infiltre. Enfin, il pose vraiment une ambiance avec beaucoup de descriptions, à tel point que, pour vous dire, Quentin Bijou, on n'avait pas besoin de lui faire de brief graph. Directement, on prenait des extraits du jeu, du texte, et Quentin, ça lui suffisait largement pour refaire les assets. Donc, une grosse partie des descriptions est déjà assurée par le texte original, ce qui était ultra confortable pour nous. Et après, pour la partie, on va dire, description de personnages, description des décors, on a vraiment pensé la chose comme si on écrivait pour de la littérature, ce qui est quelque chose qu'on fait jamais normalement en jeu vidéo. C'était vraiment, je pense que c'est le seul cadre où on pourrait se permettre de faire ça. C'est-à-dire que déjà, on peut écrire, vous voyez, les descriptions sont quand même assez longues, il y en a certaines qui vont sur 3 lignes. Comme je vous disais, le débit est extrêmement rapide, donc une description comme ça, elle peut être lue en 1 seconde par un lecteur d'écran, la taille n'est pas un problème. Et aussi, ce qui est important quand vous lisez un bouquin, vous n'avez pas besoin de savoir que Mariska elle a une casquette bleue et blanche, une polaire verte, enfin toutes ces choses-là ultra détaillées. C'est pas ça qui va vous intéresser. Vous avez besoin de savoir que c'est une fille un peu baroudeuse qui s'habille avec des habits confortables parce qu'elle est routière et que du coup elle est jamais chez elle. Et en fait, toutes ces infos qui vont donner un peu le ton du personnage plus que vraiment décrire l'asset comme si vous jouiez à OKS ou que vous l'envoyiez chez un graphe, quoi.
Donc c'était assez confortable pour nous. Ça permettait aussi de faire un petit exercice de style et en même temps d'avoir une expérience un peu différente pour les personnes qui jouent avec le lecteur d'écran. Et créativement, c'était chouette à faire et surtout on a eu des super retours là-dessus. Pour le coup, c'était vraiment, je veux dire, presque du bonus parce que c'est vraiment, ça a vraiment été pensé pour rendre leur expérience encore plus confortable. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de joueurs aveugles qui ont vachement valorisé ça, qui ont dit qu'ils avaient jamais vu ça en d'autres jeux. Et c'est vrai que, à ma connaissance, je connais très peu de jeux qui ont intégré un système de description comme ça. Donc c'était vraiment chouette de voir ces réactions-là. Je me permets de rapidement passer sur les autres features d'accessibilité parce que j'ai surtout parlé de l'aide pour les non-voyants. Mais il y a aussi forcément tout ce qui est handicap sonore, moteur, etc. Donc on a aussi essayé de couvrir un maximum ces champs-là. Donc déjà le mapping des touches qui est aujourd'hui pour moi la base si vous voulez que votre jeu soit accessible aux personnes avec des handicaps moteurs, parce que c'est des personnes qui parfois vont jouer avec des contrôleurs spécialisés ou vont pas pouvoir accéder à certaines touches d'une manette à cause de leur handicap très précis, etc. Donc permettre de remapper les touches, vous êtes sûr que comme ça tout le monde peut jouer avec quelle que soit leur manette. Texte agrandi, transparence de l'interface, c'est des petits trucs de confort. Ça, c'est pour le coup pour les personnes malvoyantes, pas non-voyantes, malvoyantes pour le coup. Ça peut vraiment être un gros plus. Et même pour vous, genre si vous faites un portage Switch, les textes agrandis, on était vraiment bien content de les avoir quand on a mis le jeu sur Switch. Et enfin, tous les petits trucs qui peuvent être un peu pénibles, tout ce qui est tremblement des décors, effet de particules, effet de shake, toutes ces petites choses-là. N'hésitez pas aussi à mettre des options pour pouvoir les couper. C'est vraiment ultra valorisant. Et après, vous avez nous, dès qu'on a sorti la démo, il n'y avait pas ces trucs-là. Et plein de gens nous les ont tout de suite réclamés. Alors qu'on n'a pas le jeu le plus dynamique de la Terre. C'est un jeu qui est quand même assez statique. Donc dès que vous avez un jeu qui bouge un peu, ça peut tout de suite faire mal au crâne pour des personnes qui ont des handicaps aussi assez spécifiques. Je fais juste un petit mot sur la réception. Comme je disais, on a eu plein de chouettes réactions, pas mal de reviews Steam qui sont venus de gens qui, comme je le disais, ont entendu parler du jeu par des groupes spécialisés ou des médias spécialisés et qui du coup sont venus mettre une bonne review sur Steam pour nous dire merci beaucoup d'avoir fait ça. On a eu aussi un petit article dans un média spécialisé et je l'ai pas mis sur la slide, mais c'est quand même le plus important. On a été nommé au Pégase dans la catégorie meilleure accessibilité. Donc c'est cool. Donc le but c'est pas de dire regardez en fait on a vendu des jeux à des non-voyants parce qu'on l'a rendu accessible aux non-voyants. Si vous faites ça pour ça, je pense que vous faites pas ça pour les bonnes raisons. Mais c'est de dire en fait ce qu'on a fait ça a eu du sens pour des gens. Ça a permis à des gens de pouvoir jouer à d'autres jeux alors que leur catalogue de jeux est ultra limité. Et rien que pour ça c'est ultra valorisant et ça donne du sens à notre métier. Et je voulais juste terminer sur 3 petits tips que je donne toujours pour rendre les prods plus accessibles. Même si là, ce qu'on a fait sur Firebird, on a essayé de tendre vers un idéal, on n'y est pas parce que je pense qu'il n'y a pas d'idéal de jeu qui sera à 100% accessible à tout le monde sur la question du handicap, mais on a essayé de s'en rapprocher un maximum. Et même si vous n'avez pas les moyens dans votre prod de pousser aussi loin, il y a 3 trucs tout cons que vous pouvez faire et que moi je conseille de faire à chaque, je sais pas, selon comment sont découpés votre prod, en sprint ou quoi, mais essayez de faire ça toutes les 2 semaines. C'est numéro 1, lancez votre build sans son. Alors ça c'est bien, c'est que dans le jeu vidéo, le son, ça arrive très tard. Donc du coup, assez vite, on se rend compte de est-ce qu'on arrive à comprendre tout notre jeu sans effet sonore. Mais ça est surtout à garder en tête en fin de prod quand on commence à avoir des sound effects et toutes ces choses-là. Si vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous ne voyez pas à l'écran mais que vous entendez seulement, faites attention parce que ça peut pareil compliquer l'accessibilité pour les personnes sourdes. Donc très important de garder un œil là-dessus. Un truc qui revient tout le temps, on développe tout sur PC. N'hésitez pas de temps en temps à débrancher votre PC, prenez la télé la plus pourrie que vous ayez, vous branchez votre jeu dessus, vous vous mettez à 2 mètres et vous voyez ce que ça donne. Et faites ça toutes les 2 semaines. Ça permet aussi de garder un bon contact là-dessus et de se rendre compte, déjà pour l'accessibilité aux personnes malvoyantes, c'est ultra important, mais si demain vous voulez porter votre jeu sur Switch, sur mobile, vous serez bien content d'avoir fait ça et d'avoir anticipé le sujet en amont. Et un dernier truc qui est pour les personnes daltoniennes, c'est d'activer les filtres de couleur de Windows et de lancer votre jeu 5 minutes avec chaque filtre. Ça permet de simuler les différents types daltonisme et de voir un peu les perceptions des jaunes, des verts, toutes ces choses-là. C'est natif, c'est sur Windows, vous allez dans filtre de couleur, vous avez besoin de rien installer. Et ne serait-ce que même le lancer en nuance de gris. Si vous le lancez en nuance de gris et que vous arrivez à comprendre votre jeu,
ça veut dire que votre jeu, il va passer la plupart des tests de daltonisme, ce qui est super chouette. A contrario, si vous avez des feedbacks qui sont uniquement colorimétriques, vous risquez fortement d'handicaper des personnes. Nous, on s'en est rendu compte typiquement sur Aria, qui est l'autre jeu que Ludogramme a fait juste après Firebird, où c'est un jeu à 4 et chaque joueur avait une couleur assignée. Et il s'avère qu'on a fait un playtest, qu'on a eu une personne daltonienne, et que le jaune ressemblait beaucoup au vert. Et le vert était la couleur d'un autre joueur. Donc, en gros, la personne n'arrivait pas à distinguer s'il attrapait son pion ou le pion de son copain. Et on l'a vu assez tôt, du coup on a changé de la couleur. Mais après, au fur et à mesure du développement, on a fait toute l'UI basée sur ces 4 couleurs. Et si on avait découvert ça à un mois de la sortie, en fait, on aurait dû changer la couleur partout, ça aurait été un gros bordel. Donc, c'est l'accessibilité, c'est toujours ça. C'est plus vous l'anticipez, moins ça coûte cher. Et si vous la commencez dès votre pré-prod à faire des trucs tout cons comme ça et à faire gaffe, en fait, vous allez rendre votre jeu ultra accessible, bien plus que si vous devez faire des features à la toute fin, en rush, comme c'est souvent fait, ou pour sortir un patch 2 mois après votre sortie, où ça va être la galère d'ajouter ces options-là. Vraiment, anticiper ces questions-là un maximum, ça va vous faire gagner beaucoup de temps, et c'est aussi des options, j'aime bien le redire à chaque fois, qui servent aussi bien pour les personnes en situation de handicap que pour les personnes valides. C'est-à-dire que agrandir les textes, moi, j'avais un salon où ma télé, elle était ultra loin de mon canapé. J'étais bien content à chaque fois qu'il y avait une option pour mettre des sous-titres, agrandir les textes. Je porte pas de lunettes, j'ai une très bonne vue. Et pourtant, j'étais super content. Il y a vous avez des gens qui doivent jouer sans son parce qu'ils vivent dans une maison avec 5 personnes et qui peuvent pas mettre le son de la télé à fond. Ces personnes-là ont peut-être pas des soucis d'audition, mais pareil, elles sont bien contentes de pouvoir jouer au jeu sans avoir besoin de feedback sonore. Donc toutes ces choses-là, ça peut vraiment servir à tout le monde. Juste pour terminer, je te laisse conclure. Ouais, avant de vous remercier pour votre écoute, nous si on se place d'un point de vue purement business ou stratégique, est-ce que ça vaut le coup de le faire dans ce cas-là ou d'autres? Moi, je pense que oui, particulièrement si vous enchaînez en plus le même type de production. Il y a un investissement initial qui peut quand même être assez vite rentabilisé. J'ai plus les dépenses exactement en tête. Je pense que là, en comptant le consulting, en comptant le temps de développement, le temps de design, ça doit représenter à peu près 10 000 euros globalement d'efforts. Je pense que si on doit le redéployer sur un jeu qui est assez similaire, on sera pour beaucoup moins. Forcément, on sera à mon avis au moins à 50% de moins. Donc stratégiquement, je pense que ça vaut le coup de l'investir en fait dans une stratégie au niveau de vos productions. Et si vraiment on est purement guidé par l'argent, je pense que ça peut vous aider aussi à obtenir une audience plus forte. Ça peut aussi également vous aider dans les subventions, de montrer votre démarche. Donc j'essaye d'achever de vous convaincre par l'argent, par les subventions, etc. Mais bon, de manière générale, faire des jeux c'est compliqué. Je le disais, nous la motivation, et je pense qu'elle est très banale, c'est que les gens s'amusent. En fait, de se dire, là, on sait que grâce à ce jeu-là, il y a des gens qui sont souvent en manque de jeu, qui ont pu effectivement passer un bon moment dessus. Ouais, c'est assez cool en fait, et ça fait du bien. À la fin de la journée ou à la fin des prods, c'est une belle satisfaction pour nous. Complètement, oui. Comme je disais, ça donne du sens. Je trouve vraiment quand tout ça, quand après le parcours du combattant que c'est de faire un jeu, que ça sort et qu'on voit qu'il y a des gens qui peuvent jouer à rien, qui nous disent merci d'avoir rendu ça possible, ça fait vraiment quelque chose pour le coup. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Merci à tous. Là, j'ai l'embarras du choix. Merci vraiment, sincèrement, du fond du cœur à vous. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Donc ça, c'était juste le DG de Gaming qui donne son avis. Est-ce qu'on a des questions pour Edouard et Gaël? Oui, j'en vois déjà une ici. Oui, merci pour la presse déjà, c'était très cool. En fait, je me demandais, c'était une question assez basique, mais vous aviez dit qu'on pouvait, les non-voyants ou les malvoyants pouvaient lancer le jeu sans forcément d'assistance, mais j'ai pas compris pour comment en fait. C'est via Steam, c'est vrai que je l'ai pas précisé. Alors ça dépend. Déjà, il y a 2 choses. Un, est-ce que le store prend en charge l'accessibilité pour les non-voyants? Ça, c'est plus notre ressort. Par exemple, ces options-là, elles sont pas dispo sur Switch parce que sur Switch, vous n'avez pas de lecteur d'écran. Donc déjà, le problème, il commence là.
Au niveau du jeu en lui-même, quand vous lancez le jeu, quel que soit votre setting, que vous soyez voyant, non-voyant, vous avez le lecteur d'écran qui se lance automatiquement et qui vous dit, pour activer le lecteur d'écran, appuyez sur la touche V du clavier. Donc ça permet à la personne non-voyante de pas avoir besoin d'un voyant, comme je disais, pour aller dans les options et l'activer. Et au pire, les joueurs voyants, sur le coup, ils sont surpris. Mais ils appuient pas sur la touche V, le lecteur se coupe et ils jouent normalement sans aucun problème. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, pardon. Bonsoir. Merci pour la Bonsoir. conf, c'était cool. J'avais deux questions. La première, ça concerne donc tout ce qui était description. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un surcoût niveau traduction derrière? Alors, on a à peu près, que je te dise pas de bêtises, une quinzaine de personnages, une vingtaine de décors. Donc ça fait des descriptions de 3 lignes maximum par asset. Donc après, il faut faire le calcul. C'est pas ça qui va faire exploser la facture de Loka, du moins pour ce jeu-là. Ok, d'accord. Et la deuxième question, ça concerne. Alors j'ai pris en photo les 3 tips. Et donc concernant le fait de pouvoir jouer sans le son, ce que je me demandais, c'était c'est pas non plus adapté à tous les jeux. Enfin, je sais pas, au pif, un jeu d'horreur sans le son. Je pense que le jeu il marche moins bien, quoi. Enfin, je sais pas. Après. Oui, tout à fait. En fait, il y a souvent des gens qui disent que le jeu vidéo est un art total, donc il réunirait son, image, etc. C'est vrai que tout se répond dans une prod, mais en même temps, c'était quelque chose de ultra intéressant que Mehdi nous avait dit. Je préfère qu'un jeu me soit entièrement accessible et perde 20% du jeu que ne pas pouvoir y jouer du tout, en fait. Ok. Et du coup, une personne préférera toujours pouvoir skipper par exemple un passage qu'on peut pas rendre accessible, lui proposer une touche pour le zapper ou des choses comme ça, mais pouvoir aller au bout de l'aventure plutôt que de lui dire bah non en fait le jeu il est pas pour toi, tu peux pas y jouer. Et du coup pour le son effectivement, je pense qu'un jeu d'horreur typiquement sans son c'est beaucoup moins effrayant, mais en même temps si déjà on permet au jeu de fonctionner sans ça, on ouvre quand même des portes et c'est toujours mieux que rien, de mon avis. Est-ce que tu conseillerais dans ce cas, par exemple, si tu veux avoir une genre d'aide genre d'assistance à ce moment-là, sans le son, ce serait d'avoir quelque chose de visuel au final, ou je sais pas, en termes de game design. En fait, en l'occurrence, moi j'aime beaucoup les jeux d'horreur, donc c'est un exemple qui me parle. Moi je me dis, certes le son c'est un gros plus, mais ton jeu d'horreur il fait pas peur que avec le son. Ouais. Il fait aussi peur avec ses graphismes, c'est aussi peur avec ses mécaniques si jamais tu mets le joueur en situation d'impuissance ou d'une vulnérabilité. Donc ces choses-là, si ces piliers ils sont bien travaillés, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ok, d'accord. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions par ici? Je m'en ai parlé de jeux d'horreur. Moi, je me rappelais que j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui joue un jeu d'horreur avec un harmonica dans la bouche, et c'était la meilleure chose que j'ai vue cette dernière semaine. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le sujet de ce soir. Est-ce qu'on a d'autres questions en particulier? Non. Moi, j'en ai fait une dernière qui est peut-être pas forcément sur Firebird. C'est de l'expérience que vous avez glanée justement avec ce jeu-là. Est-ce que par contre, vous en avez retiré l'expérience qu'il y a des styles de jeu qui de toute façon sont complètement proscrits et qu'on pourra jamais rendre totalement accessibles par rapport à la nervosité du gameplay, par rapport à des choses comme ça? Est-ce que voilà, par rapport on va dire à la profession de foi que vous avez fait là, il y a des choses qui vous seront complètement interdites si vous allez dans d'autres types de gameplay par la suite? Ouais, je te laisse compléter, Gaël. Avoir vu Mehdi jouer à Last of Us 2 a quand même, tu vois, cassé vraiment ce mythe-là, globalement. Par contre, il y a des productions qui sont effectivement plus difficiles. Nous, on travaille sur un jeu multijoueur qui s'appelle Aria, qui est édité par Ishtar Games. Et c'est un beau challenge, parce que t'as du multi dans tous les sens, etc. Je pense que tout est faisable, avec plus ou moins d'énergie. Mais t'as peut-être un avis différent. Je rejoins complètement. Je pense que, effectivement, tous les jeux sont rendables accessibles. Par contre, ils coûtent pas tous la même chose à être rendus accessibles. Et c'est là la grosse différence, c'est que si vous faites un jeu de gestion, typiquement, un truc à la civilisation, ça peut être très très compliqué parce que vous avez plein de menus, de sous-menus. Pour votre navigation avec un lecteur d'écran,
pour reprendre cet exemple-là, ça peut être une vraie galère. Alors qu'un visual novel, vous avez une base de texte qui est déjà là, qui est solide, et je vais pas dire que vous avez juste à brancher le lecteur d'écran parce que vous l'avez vu, c'était un peu plus compliqué que ça, mais disons que vous avez déjà pas mal pavé le chemin. Donc oui, ça dépend vraiment de votre prod. Dans les faits, tout est possible et ça dépend du budget que vous voulez y mettre. Merci beaucoup. Pas de regret. On peut s'arrêter là? Très bien. Édouard, Gaël, merci infiniment d'avoir pris la peine de préparer la conférence de ce soir, d'être venu nous expliquer comment vous avez travaillé justement là-dessus. Je trouve que c'est hyper enrichissant. On avait, je dirais pas jamais eu ce thème, mais pas aussi loin et pas depuis aussi longtemps. Donc, merci infiniment. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent aussi nombreuses et nombreux pour justement assister à ce premier afterwork de la rentrée. On va se retrouver dès le mois prochain, plutôt autour de l'anniversaire des 15 ans de gaming et sur une nouvelle conférence dès le mois de novembre. Je vous souhaite une excellente soirée. Le bar est ouvert. Enfin, vous me direz, il est ouvert depuis tout à l'heure. À bientôt. Voilà, suivez-nous sur le Meetup des Afterwork. Bonne soirée.